Bonjour, bonjour. Alors, me revoici pour un petit podcast maroquinerie. Une fois n'est pas coutume. Alors, je serais bien revenue plus tôt, sauf qu'en fait, j'espérais pouvoir filmer avec de la lumière naturelle. Mais vu qu'avec le changement d'heure, quand je rentre chez moi, il est plus ou moins tard, bon, bah, finalement, j'ai clairement abandonné. Donc, nous voici avec une lumière qui sera la teinte hivernale, donc avec cette petite teinte jaunâtre. Alors, je reviens donc avec un podcast sur le CAP maroquinerie que je suis en train de suivre. Pour ce qui est de la couture et d'un tac couture, on verra ça un tout petit peu plus tard parce que bon, j'ai pas fait grand chose en couture, quoique quand même une petite robe, un petit tote bag, des petites. Bon, c'est pas fou quoi. Et en même parce que le soir quand je rentre chez moi, j'ai pas forcément envie de coudre. Et c'était le but. Le but, c'est de vraiment me détacher de l'activité manuelle le soir ou le week-end. Donc même le week-end, ça me manque un peu de pas faire grand-chose. Je pourrais faire un peu de couture, mais franchement, ça va, j'arrive quand même à survivre. Voilà. Sinon, j'ai acheté un peu de tissu que je vous montrerai, mais bon, c'est que des chutes, alors ça va. Ou pas, mais bon, ça va quand même. Alors, du coup, je vais vous parler du CAP maroquinerie. Donc déjà, est-ce que je suis contente de mon choix? Parce que j'ai quitté. Je suis en congé de formation, mais dans une grande boîte française. Mais ce qui fait que forcément, quand je vais revenir, bah, mes choix vont être plutôt limités si jamais je venais à revenir dans cette boîte, ce que je pense pas, mais ne disons jamais jamais. Donc je ne sais pas encore ce que le futur me réserve pour le cas échéant, mais en tous les cas, j'ai aucun regret. Genre, tous les jours, je me lève. Genre, bon, il m'arrive d'être fatiguée, hein, mais parce que mes horaires changent beaucoup. Ouais, mais bon, ça reste honnête. Hein, je commence à 8h30 2 jours par semaine et 9h 3 autres jours par semaine. Mais je suis ravie d'aller en classe. Parce que ce que j'apprends, franchement, c'est trop bien. Parce que tous les jours, faire un truc créatif, enfin pas créatif, plus manuel pendant des heures, c'est genre trop bien. Euh, Recommencer à apprendre, pas comme quand on est en entreprise, parce qu'en entreprise, évidemment qu'on continue à apprendre, mais là, c'est pas pareil, ça fourmille de petits trucs à apprendre, d'interrogations, je trouve ça super excitant. Et puis, parce que du coup, alors j'ose pas trop dire ça, parce que je sais pas si y aurait pas une prof qui aurait peut-être grillé que je puisse faire des podcasts. Auquel cas, elle aurait vu ça par Instagram, parce que mon compte est relié en fait à mon compte YouTube. Donc, j'ose pas trop dire ce que je vais le dire, mais je vais quand même le dire quand même. Non, enfin, les profs et l'enseignement, il est super bien. L'ambiance entre les élèves, il n'y a aucune compétition, en tout cas je la sens pas. Et il y a de l'entraide, il y a de la bonne humeur, il y a de la bienveillance. Franchement, c'est un plaisir d'aller en classe. Donc aucun regret. Et franchement, j'ai jamais douté que j'aurais pas de regrets. Quand j'avais été faire les portes ouvertes en février, je crois, franchement, je me projetais déjà en classe et en fait, ça n'a pas changé. Maintenant, j'y suis, mais c'est tellement naturel que je vois même pas comment j'ai pu passer il y a quelques années dans mon ancien job et dans mon ancienne entreprise avec une ambiance qui n'était pas forcément top, en tout cas dans mon service, hein, je dis pas en général, et avec un travail qui était très inintéressant pour ma part. Je dis pas non plus pour d'autres, mais après voilà, c'est bien d'essayer de trouver ce qui nous va, ce qui nous passionne, ce qui nous fait vibrer. Et moi, c'était clairement pas de l'administratif ou des ressources humaines, mais évidemment, enfin, il faut des jobs pour tout le monde et il faut des gens pour tous les jobs. Donc voilà, donc ravi, ravi, ravi. Voilà, ça c'est le mot, voilà, on a compris, on peut passer à autre chose. Maintenant, je vais vous expliquer un peu comment on a commencé la formation et qu'est-ce qu'on est en train de faire. Alors moi, je passe un CAP maroquinerie. Et du coup, on fait un peu de sellerie à côté. Donc la maroquinerie, le principe de base, c'est la couture à la machine, avec des bords qui sont rembordés et la piqûre ensuite. Et la sellerie, c'est la couture à la main et avec des bords francs. Donc ça, c'est les deux grandes différences. Donc en fait, au tout début, on a commencé par du carton, en fait, à couper des formes géométriques dans du carton. Donc là, c'était vraiment pour pouvoir manier avec précision la pointe de coupe, ce que nous appelons communément le cutter, mais bon, on n'a pas droit en formation. Donc avec la pointe de coupe, c'est vraiment être précise dans les angles, pas couper un peu trop la matière.
Donc on a duré quelques jours. Et puis aussi être bien perpendiculaire aussi pour pas avoir le cuir, vu que c'est une matière épaisse, pour pas avoir un biais en fait dans le cuir. On a fait ça plusieurs jours. Donc par exemple ce carré, qui paraît tellement anodin, je l'ai refait je pense une dizaine de fois pour qu'il soit, je dirais pas parfait, parce qu'il l'est pas, mais pour qu'il soit assez bon pour que je puisse passer à l'exercice suivant, qui était globalement de faire la même chose mais avec un triangle ou un rond. Donc voilà, c'était la première semaine, on a dû faire ça ouais, 4 jours sur les 5 peut-être. Mes souvenirs s'émoussent, mais c'est à peu près ça. Ensuite, on a fait des exercices de rembords. Donc là, c'est ce que je vous disais, c'est faire de la... Donc là, on va avoir les deux étapes. Ça, c'est faire de la maroquinerie, c'est-à-dire qu'on va avoir un bout de cuir. Là, il y a du carton, mais on n'est pas obligé d'en avoir. Sur les côtés, on désépaissit le cuir. Donc ça veut, le vrai mot, c'est parer, pardon, parer le cuir. Donc on désépaissit le cuir. Et du coup, on va pouvoir le remborder pour pas avoir en fait d'épaisseur disgracieuse. Et ensuite, on met un deuxième comme ça, qui est déjà rembordé. Et du coup, on va avoir une couture avec... je sais pas si vous voyez très bien ici. Non, ça fait pas de focus. Mais voilà. Donc on a fait ça, c'était des exercices sur le carton, donc pour bien manier la lame à parer. Sur le cuir pour parer. Ensuite, on a commencé notre premier projet. Alors, on a le choix des cuirs, ça dépend quand. Alors, parce qu'on est 14 dans la formation, donc 13 nanas et un garçon. Et honnêtement, dès qu'on essaye de choisir, en tout cas pour moi, c'est une misère parce que je sais pas trop associer les couleurs. Je suis très classique dans mes choix. Donc de plus en plus, je m'ouvre à ce que les autres m'inspirent parce qu'en vrai, il y en a qui sont stylistes, enfin pas stylistes mais designers ou qui ont fait des études ouais, d'architecture, de design, de produits, etc. Donc c'est quand même plutôt intéressant, ils ont une autre vue de l'artistique que moi. Et non, je suis très classique, après ça me dérange pas, j'adore les couleurs, tout ce qui est le bordeaux, marron foncé, marron clair un peu moins, tout ce qui est sombre quand même. Mais tout ce qui est brut et lisse et foncé. Le noir aussi j'aime bien, le rouge. Et donc du coup, après avoir fait plusieurs pièces plutôt tristes, il était temps que je commence à m'ouvrir aux inspirations. Donc là je commence à prendre des couleurs. Dernièrement j'ai pris du bleu et du vert. Donc voilà. Et donc la plupart du temps on a le choix des coloris. Mais vu qu'on est tous un peu... Enfin, on nous amène quand même dans une pièce, je sais pas, comme ma chambre, qui est remplie de cuir. Peut-être la moitié. N'exagérons pas. La moitié qui est remplie de cuir. Donc en fait, on nous lâche là-dedans, on pourrait passer la journée, dans quelle association, etc. Donc bon, pour éviter ça, les profs préfèrent nous donner soit nous prédécouper les pièces dans genre 5-6 coloris, soit nous imposer des pièces parce que, enfin nous imposer des cuirs parce que le cuir n'a pas les mêmes caractéristiques selon les peaux, le tannage et tout ça. Ou alors nous laisser, je sais pas, une vingtaine de peaux et on doit choisir. Donc pour ce premier truc, la première pièce qu'on a faite, donc c'est un porte-monnaie, on dirait pas comme ça, qui est normalement sans couture, mais sans couture je sais pas comment, sans couture pour fixer ici par exemple. Et en fait, il y a quand même une couture tout du long à la main. Bon, pourquoi je n'aime pas le premier que j'ai fait? Alors j'ai de l'affection pour lui, et ça c'est déjà pas mal. Mais en fait je l'aime pas parce que je voulais choisir quelque chose de masculin. Bon, je trouve que ça c'est à peu près masculin, c'est du bordeaux et moutarde. Mais le problème avec le bordeaux, avec la couture à la main par exemple, c'est qu'on a forcément le même fil devant et derrière puisqu'on commence avec un seul fil et on fait passer comme ça les aiguilles. Donc ce qui fait que sur ce côté c'est plutôt pas mal. Et puis de l'autre côté en fait on voit clairement les défauts de ma couture à la main. Du coup c'est pas forcément esthétique, c'est pas non plus trop laid, mais c'est pas super beau. Et ensuite mon cuir je l'ai choisi beaucoup trop... Alors j'adore quand même l'effet dur, mais en fait c'est trop dur. Et du coup je trouve que pour cette petite pièce de maroquinerie,
j'ai vu ce que faisaient mes collègues de formation et franchement, j'ai pu faire mieux. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on avait fait un exercice de couture à la main. Donc ça a dû nous prendre quand même pas mal de temps parce qu'en fait, il y a pas mal d'étapes sur ce rectangle. Premier, on va griffer, tout le tour avec en fait une griffe. Je vous montrerai ça plus tard parce que j'en ai commandé une. Et on fait ça avec un maillet. Et ça nous permet de pré-percer, ou en tout cas de pré-signaler là où on doit passer de la laine afin de faire la couture à la main. Ensuite, on fait la couture à la main. Alors, j'ai retenu que les personnes qui étaient quand même beaucoup plus pro, c'était 1,50 m à 2 mètres. J'ai pas le droit de dire de bêtises, si jamais je me fais gronder après, mais normalement c'est 1,50 m à l'heure. Donc là, rien que le tour extérieur, c'est déjà 50 cm, donc autant dire que pour nous c'est très long. Et on a 4 comme ça, après on a le rond. Et après ici en fait les tranches, on va les poncer un peu de travers pour casser les angles. Ensuite on va un peu poncer pour tirer un peu la matière qui va pas. On va teindre. On va avec un fer à fileter, c'est un tout petit fer à repasser, on va dire. Et comme ça brûle tous les petits résidus qui sont dessus. Après, on applique de la cire. On prend ensuite un chiffon avec de la cire pour en fait bien étaler la cire et la tirer. Donc en fait, faire ça sur les 4 côtés, c'est quand même super long. Bah, surtout que je pense que maintenant on le referait, ça serait moins long que ce qu'on a fait, mais forcément quand on est en apprentissage, moi, je pense qu'on a dû passer 3-4 jours, à peu près. Alors ensuite, on a fait un porte-passeport. Alors je n'ai pas choisi les couleurs, mais clairement c'est des couleurs que j'aurais pu choisir. Donc là du camel et ici du marron foncé. Avec le recul, je n'aime plus, mais à l'époque, quand je l'ai fait, je le trouvais pas mal. Ensuite, oui, donc là, en fait, on a une finition sellerie, pardon. Et ici, avec un rembord, on a une finition maroquinerie. Bon, c'est pas une pièce qui, de toute façon, m'était indispensable. Tant je trouve ça un peu ridicule de mettre son passeport dans un truc aussi gros. Enfin, ça triple l'histoire du passeport. Mais enfin. Sinon, la pièce, est-ce qu'elle est bien réalisée? Bon, pu mieux faire aussi. Alors en fait, à la fin de certaines pièces, dont celle-là, on a une feuille avec en fait une grille d'évaluation pour savoir si on considère qu'on a fait du bon travail ou du mauvais travail. Et en fait, en parallèle, on a l'évaluation après de notre prof qui nous dit si on a fait du bon travail ou pas. L'objectif étant, non pas d'avoir forcément que des super bien dans chaque critère évalué, mais d'avoir les mêmes réponses que la prof qui va nous évaluer après. Le but étant de savoir si on arrive à savoir si ce qu'on a fait c'est bien. Parce que le but, c'est pas de dire « Oh, c'est mal fait à chaque fois parce qu'on ne doit pas passer 10 000 ans sur définition, et c'est pas non plus de bâcler le travail avec quelque chose de pas joli. Donc en fait, il faut savoir exactement si ce qu'on a fait, eh ben, c'est bon, ça passe, ou non, c'est pas bon, ou c'est carrément pas acquis. Donc voilà. Donc on a fait celui-ci, je dirais en 3 jours à peu près. Et ouais, peut-être 3-4 jours. En fait, ça dépend vu que... Ouais. Bon, je sais pas. Et en fait, le vendredi, donc une semaine après, on a refait le même en condition CAP blanc. Donc en fait, on avait la journée. Donc la journée, ça représente à peu près 6 heures de travail. Et donc on a notre plan de montage qu'on avait fait par rapport à celui-ci. C'est-à-dire que la prof nous donne toutes les indications. Nous, on les note par écrit. Et en fait, ce qui fait qu'après, on est capable de refaire ça normalement en n'oubliant rien. C'est le but, quoi. Alors, est-ce que je me suis beaucoup améliorée entre là et là? Alors, évidemment, là aussi, c'est le but. Bah, franchement, oui. Après, on a une question qui résume assez bien si le travail est bien fait ou pas. C'est, est-ce que tu l'achèterais? Et franchement, non, toujours pas. Je ne l'achèterai pas. Alors, celui-là, j'achèterai pas du tout. Celui-là, j'achète toujours pas non plus parce que c'est toujours pas parfait. Passons au suivant. Alors là, ah oui, un autre porte-passeport. Bon.
J'adore cette couleur par contre. Bon, bah il est pas non plus... Bon, franchement, je pense que si on voit comme ça va. Le souci, c'est que moi, je le regarde avec des yeux un petit peu plus durs que s'il était juste comme ça. Après, c'est pas non plus une œuvre d'art. Mais bon, ça passe. Mais bon, de toute façon, j'avoue qu'il me sert à rien non plus. Parce que toujours l'histoire du passeport avec un truc comme ça me parle pas. Mais bon, on a vu le montage, c'est quand même intéressant. On a vu la doublure, on a vu les rembords, voilà, et on a vu une petite tirette. Et donc, ce qui est pas mal, c'est que je sais exactement où ont été mes difficultés et que je peux les voir après dessus. Donc voilà. Bon, pas grand chose à dire sur cette pièce là. Je voulais même pas vraiment trop montrer. Pas conquise, ni par l'utilité, ni par mon travail. Bon, voilà. Ensuite, la pièce qui jusqu'à presque maintenant était ma favorite, c'est un petit porte-carte avec donc assez de place pour mettre une petite carte ici et puis une carte ici. Donc ça paye pas de mine, n'empêche que ça, pareil, c'est des heures de boulot parce que on a l'asticage qui doit être doux comme une plume et on a aussi la couture à la main qui doit être régulière, bien faite. Alors moi, mon truc, c'est de prendre la même couleur pour le fil que pour la peau, comme ça, si c'est mal fait, bah ça se voit pas trop. Après, évidemment, ça enlève une tranche d'originalité, quoi. Mais bon, franchement, j'étais quand même pas mal contente, jusqu'à ce que je mette mes cartes dedans, et qu'en fait, je vois que j'ai mal réalisé un point à cheval, ou alors que le cuir était un peu... pas forcément fait pour cette utilité-là. Et ce qui fait qu'en fait, si je mets une carte ici et que je tire trop, et ben, je peux arracher mon cuir en un coup. Donc voilà, donc je la trouve trop belle, mais inutilisable. Bon, donc pas de bol, hein. Mais je l'aurais acheté, je pense. Voilà. Ensuite, on a fait deux petites trousses pour en fait voir comment on fait un montage maroquinerie avec une bordure anglaise. Voilà, donc j'étais assez étonnée de voir ça parce que c'est plus quelque chose qui pourrait s'apparenter à de la couture, mais franchement c'était super bien de le voir. Un, parce que je trouve que ça rend bien, c'est tout mignon. Et, et parce que je pourrais sûrement en faire pour Noël pour ma petite nièce. Et qu'en plus j'avais jamais fait de trousse, enfin j'en avais fait mais c'était pas propre. Et en fait là d'avoir une prof qui nous dit exactement quoi faire et tout, bon franchement c'est super cool. Voilà. Ensuite, là c'est la dernière petite pièce, enfin petite, c'est la plus grande qu'on ait fait jusqu'à présent. En fait c'est un porte-carte. Voilà, voilà. Franchement j'en suis assez contente. Là c'est pareil, c'est de la sellerie, donc là c'est les tranches qui sont pas, enfin pas brutes mais apparentes et avec un asticage. Et du coup la couture à la main partout. Donc là je pense qu'on a mis 4-5 jours. Donc, honnêtement ça vaut de l'or, mais bon, ça vaut très très cher. Mais franchement, ça s'améliore quand même. Alors ma couture à la main, elle s'améliore pas franchement. Je dirais même qu'elle a presque régressé. Mais en fait, le truc, c'est que plus on coud sur des épaisseurs, plus notre aiguille, elle peut dévier. Donc, il faut que j'améliore ça. Mais franchement, je trouve ça pas mal. Alors là encore, j'ai pris du fil rouge sur une peau rouge, donc forcément on voit pas trop les défauts, donc en fait moi je le trouve joli. Après si on regarde super bien, on voit que c'est pas parfait, mais franchement faut quand même avoir l'œil. Donc oui, j'achèterai. Pas 80 balles hein, mais j'achèterai. Voilà, donc c'en est tout pour ce qu'on a fait. Là on est en projet sur un porte... on a plusieurs projets en cours parce qu'en fait on a deux profs et... enfin deux profs dans les ateliers. Après on a une autre prof qui nous fait des cours de technique soit sur les machines, soit sur les peaux. Et on a aussi cours de dessin, dessin technique et cours de dessin classique pour dessiner des motifs et tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire?
Je sais plus. Ah oui, si, les projets, pardon. Ouf. Donc en premier projet, là, on a un portefeuille enveloppe. On a aussi un petit cabas qui va être pas mal parce que ça, j'aimerais bien voir le montage pour pouvoir le refaire. J'ai une grande peau que j'avais achetée il y a longtemps maintenant. Je m'étais fait une ceinture dedans, franchement dégueulasse. Enfin, avec le recul, hein, parce qu'à l'époque, je la trouvais pas mal. Mais j'ai hâte de refaire un autre truc bien propre. Et on va faire aussi un sac. Bon, là je suis moins fan. Je sais pas si vous voyez les sacs un peu qu'on avait quand on avait genre 10-12 ans. On allait au sport avec les sacs un peu Adidas en plastique. Bon, bah là on va le faire en cuir. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et vu que je me projetais pas sur ce type de sac, j'ai eu beaucoup de mal à choisir mon cuir. Et j'ai du mal à savoir ce que ça peut peut-être rendre. Je sais même plus quelle couleur j'ai prise. Comme quoi il me passionne ce sac. Mais bon, on va voir des choses intéressantes dessus. Donc la pose d'œillet, des coutures, les coulisses, pas mal de trucs. Et puis on va aussi commencer une ceinture demain normalement. Et le dernier. Et une besace tout bientôt. Et la besace, franchement, elle est pas mal. Donc hâte. Voilà. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, comme ça j'y répondrai la prochaine fois. Comme ça on structurera un peu plus. Et j'essaierai de ne pas attendre un mois et demi avant de revenir. Parce que moi aussi j'oublie et du coup ce que je vous dis c'est quand même moins précis. Mais bon. Sinon je vais vous parler de 2 livres. Un ici, donc le cuir, histoire, technique et projet. Qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Et donc le cuir dans tous ces états que j'ai emprunté à la bibliothèque de mon école. Alors, ce livre-là, on a le tiers en fait, où c'est super intéressant, c'est sur tout ce qui est l'histoire du cuir, les tanneries au Maroc, comment ça se fait encore, comment stocker du cuir, en fait, entretenir le cuir. Vraiment, franchement, c'est super intéressant. Voilà, donc ça parle pas mal du Maroc. Donc des méthodes aussi pour le cuir. On a des photos, on a un peu l'histoire, on a quand ça a commencé à être utilisé, tout ça. Franchement, c'est pas mal. Jusqu'à ce qu'ensuite on arrive dans le vif du sujet avec des patrons à faire, mais ils ont complètement craqué quoi. Alors, je vais vous montrer un peu des exemples parce que franchement, c'est pas possible. Donc là, par exemple, on veut nous apprendre comment faire un collier avec des rouleaux de cuir, de chute de cuir. Immonde. Alors, après. Bon, alors là, franchement, non mais faut... Enfin, franchement, je sais pas si vous voyez les détails, mais faut quand même pas déconner, quoi. C'est les. Personne n'est porté ça. Bon. Donc ça, c'est pour les bijoux. Bon. Alors là, bon, bah, faut le vouloir, hein. Franchement, enfin... Là, ce que je vais vous montrer, c'est bon, pourquoi pas. Moi, je trouve ça pas à mon goût du tout. Pas moderne. Mais franchement, si on achète un livre sur le cuir, c'est franchement pas pour faire un coussin tricoté en cuir. Non mais, honnêtement. Donc bon. Voilà. Ici, on a un coussin en appliqué de cuir. Bon, bah si on fait de la couture, c'est pas bien compliqué. Et si on en fait pas, c'est pas à faire parce que c'est pas joli. Voilà. Enfin, c'est pas joli là, hein. Je dis pas que c'est pas joli en général. Ou en tout cas, c'est pas à mon goût. Le seul truc qui a été plutôt à mon goût, c'est une boîte à chapeau. Enfin, vu que j'ai pas de chapeau, ça réduit quand même clairement l'utilité. Ça, je sais pas si vous voyez. Ça, c'est une panière en cuir. Nous, on faisait ça avec des feuilles quand on était petite. Bon, bah c'était très joli, hein, mais pour des petites. Donc voilà, toujours pas vraiment d'intérêt. Les besaces, franchement, elles sont moches. Je vous les montre pas parce que je vous laisse un peu de suspense, mais bon. Disons que ça se voit d'ici que c'est pas bien fait, c'est pas bien fini, et puis c'est pas vraiment esthétique. Alors là, bon, bah, une trousse comme ça, là. Franchement, dur. Faire des babouches, bon. C'est peut-être encore le projet le plus intéressant. Et puis après, bon, bah, une jupe en cuir. Bref, bon, elle a rien, quoi.
Surtout qu'après, bon, une jupe en cuir, on prend un Maison Victor, on a une jupe en cuir, quoi. Ou même n'importe quel patron. Donc les techniques de couture sont pas forcément expliquées, parce que pour coudre le cuir, c'est quand même un peu différent. La veste en cuir, pareil, c'est pas top. Il y a un bonnet d'aviateur qui, pourquoi pas, pour un déguisement, pourrait être sympa. Mais sinon, c'est tout. En plus, après, les patrons, il faut les... bah, c'est ça, en fait, qu'il faut ensuite multiplier par la taille souhaitée. Donc, faut quand même pas déconner. Genre, une feuille de papier transparent et tout ça, avec les vrais patrons, ça aurait quand même été beaucoup plus sympa. Donc bon, retenez bien celui-là pour pas l'acheter. Je vous économise beaucoup trop cher. Tu peux pas le dire, c'est un cadeau. Tu peux même pas le lire, c'est un cadeau. Et ici, j'ai emprunté donc celui-ci, le cuir dans tous ses états. Donc j'ai lu à peu près un tiers. Et franchement, c'est super intéressant. Donc déjà, on a tout pareil, l'origine du cuir, comment c'était utilisé et tout ça. Mais là, on a beaucoup plus de petites anecdotes historiques. Et franchement, j'ai trouvé ça super sympa. Est-ce que vous voulez que je vous en lise une? Alors là, par exemple, je vais vous lire une ordonnance royale. Allez, c'est parti, comme ça, sans contexte. En fait, pourquoi? C'est parce que le roi trouvait que les tanneries, c'était des arnaques. Donc, je vous lis ça. En 1585, le roi Henri IV, voulant arrêter les abus qui se commettaient dans certaines tanneries, fit publier un édit dont voici le préambule. Étant notoire qu'en toute chose nécessaire à l'usage des hommes, le cuir à faire des souliers est une des principales. Étant impossible de s'en passer et que les tanneurs et mégissiers, c'est la même chose que tanneur mais pour les plus petits animaux, que les tanneurs et mégissiers commettent de si grandes fautes, fraudes et abus que le public en souffre grand détriment. C'est de l'ancien français, m'en voulez pas quand même. Pas facile à lire. On sait qu'une paire de souliers ne dure moitié de ce qu'elle ferait si elle était de cuir bien et durement tanné. D'autant que souvent, une paire de souliers de méchant cuir paraît meilleure qu'une en bon, et que nos dits sujets ne s'en peuvent apercevoir qu'après qu'ils sont tant soit peu portés les dits souliers. Ce qui n'adviendrait pas si les dits tanneurs et mégissiers laissaient leur cuir en tanne, donc en tannage, dans les fosses le temps requis, mais au lieu de ce faire, ils ne l'y laissent pas la moitié du temps pour proprement s'enrichir. Donc par cet édit, Henri IV ordonna que dans toutes les villes et bourgades où il y avait des tanneries et mégisseries, les cuirs seraient vus, contrôlés et marqués par des maîtres, en présence d'un prud'homme. À cet effet, il fut créé le poste de contrôleur marqueur de cuir, pouvant attester de la qualité des cuirs vendus. Moi je trouve ça sympa, voilà, c'est plein de petites anecdotes comme ça. Par exemple, en France, au XVIe siècle et XVIIe siècle, on comptait 5000 ateliers de tannage employant 30 000 à 40 000 personnes. Sinon, donc, voilà, on nous parle de la Renaissance, de comment ça a évolué, donc de pourquoi on a eu besoin d'une méthode plus rapide pour le cuir, et donc comment l'extraction du tanin pour les écorces, pour le tannage a été pas inventée, mais remise au goût du jour. Donc voilà, on parle de tannage au chrome, de la mode aussi, et franchement c'est bien fait, c'est bien expliqué. Après on va plus dans les détails de maintenant, donc pourquoi... Donc, enfin, c'est bien expliqué. On nous dit que les peaux proviennent majoritairement des animaux d'élevage. Ceux-ci ne sont pas élevés pour leur peau, exception faite de certaines espèces protégées, dont les reptiles, mais majoritairement pour la consommation de lait ou de viande, et pour la laine dans le cas du mouton. Et donc en fait, de ce fait, vu que ce sont des animaux qui sont destinés à l'élevage, et ben en fait on va avoir des défauts qui vont se retrouver sur la peau, et qu'on a à peu près 10% de peau qui sont vraiment belles, et que le reste, on va avoir des défauts, soit dus à aux conditions d'élevage, ou ce qui peut être des maladies, donc les puces, la gale, ou ça peut être des barbelés, ça peut être un marquage. Donc par exemple aux États-Unis, ils marquent la peau, c'était où? En Amérique latine, les animaux étant en semi-liberté, les bovins sont marqués au fer rouge afin d'identifier les troupeaux des différents propriétaires. Cela crée des brûlures très profondes dans la zone la plus qualitative, le croupon. Voilà, donc ça peut être ça, ça peut être donc pas mal de maladies, donc la teigne, la démodécie. Bon, je ne connais pas, hein, mais ils expliquent bien et voilà, c'est intéressant. Et puis après, d'autres encore, d'autres défauts, des taches, et puis des défauts qui peuvent donc intervenir soit pendant toute la vie de l'animal,
soit après la vie, donc en fait pendant les opérations de tannage. Et voilà, donc là j'ai lu un tiers et ça se lit vite, ça se lit bien, c'est clair, c'est net, aime beaucoup beaucoup. Voilà. Bon bah sur ce j'en ai fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec plaisir dans une prochaine vidéo ou dans les commentaires, dépendant de la question. Et puis bah, je vous dis à la prochaine, je reviendrai bientôt pour un tag couture je pense, et puis bah quand même ce que j'ai fait en couture. Il n'y a pas grand chose mais du coup ça sera un tout petit truc, voilà, ça fera l'affaire. Bon bah je vous souhaite une bonne soirée.